Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié, vous le savez, à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, les fonds ISR, fonds grise mine. Premièrement, on doute de leur sérieux et de leur impact. Une étude menée par Epsor montre que la grande majorité des fonds d'investissement ont massivement investi en 2022 dans les énergies fossiles, même ceux labellisés ISR. Et puis ils se remettent ensuite doucement d'une rude année 2022. Et malgré un bon début d'année 2023, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Mais alors, quel avenir pour ces fonds? Et puis, dans Enjeu patrimoine, l'IA va-t-elle remplacer les conseillers en gestion de patrimoine? On l'utilise déjà pour gérer les portefeuilles de certains particuliers. On parle de robots advisors, des systèmes de gestion de portefeuille automatisés. Mais aller jusqu'à remplacer carrément les conseils avisés d'un CGP, c'est une toute autre histoire. Et si les CGP travaillaient plutôt avec l'IA? Smart Patrimoine, c'est parti. Nous parlons d'abord d'investissement responsable. Je le disais, les fonds ISR se remettent doucement de l'année 2022. La hausse des taux d'intérêt les a fortement impactés et ces contre-performances ont pu, c'est vrai, décontenancer certains investisseurs. Qu'en est-il pour 2023, alors que certaines études se posent également la question de leur véritable impact environnemental? Pour en parler aujourd'hui, notre invité est Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Nous avions reçu déjà en février dernier pour commenter les performances des fonds ISR en 2022. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de cette déroute l'année dernière? Oui, alors on l'avait évoqué à l'époque, on avait principalement deux raisons. D'une part, on avait un point de vue sectoriel. C'est vrai que dans un marché qui avait baissé en Europe d'une dizaine de pourcents, on avait des secteurs comme la défense qui avait pris une cinquantaine de pourcents, l'énergie qui avait pris entre 35 et 40%, et le tabac qui avait pris entre 20 et 30%. Donc là, on est sur des secteurs qui ne sont pas ou très peu représentés dans les fonds ISR, donc ça expliquait une partie de la sous-performance des fonds ISR. Le deuxième point, il était lié à l'environnement de taux. On a en tête que ça a été vraiment l'année où les banquiers centraux ont initié la normalisation de la politique monétaire avec une remontée des taux d'intérêt court terme et long terme qui a été assez violente. Si on prend l'exemple des États-Unis, sur le 10 ans américain, on est passé de 1,50% à quasiment 4%. Ouais. Et c'est vrai que ce nouvel environnement de taux a été très négatif pour les valorisations qu'on appelle des actifs dits à duration longue. Et quand on regarde les marchés actions, on parle des valeurs de croissance. Or, il se trouve que quand vous faites un filtre extra-financier, très souvent, vous aboutissez à investir, vous arrivez à investir dans des sociétés qui sont de qualité et de croissance, et donc qui ont été pénalisées par cet environnement de taux. Donc là, c'est vraiment les deux points qu'on a retenus sur 2022 et qui expliquent la sous-performance, qui expliquaient la sous-performance des fonds ISR. C'est très clair. Quelle est la tendance alors au premier semestre là, 2023 ? Alors, vous évoquiez le grise mine. Je suis pas totalement en ligne par rapport à ça. Ça va quand même nettement mieux. Ça va mieux. Honnêtement, si on reprend ces deux arguments-là, d'un point de vue sectoriel, regardez l'énergie, c'est une des plus mauvaises performances en Europe. On a abandonné quasiment la moitié de la hausse qu'on a eue l'année dernière. Le tabac, c'est la même chose. On a perdu aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Il y a ce dernier secteur qui, malheureusement, continue à bien performer, qui est le secteur de la défense, même si ça s'est un petit peu renversé sur le début de semaine après les événements qu'on a connus en Russie. Mais donc, ces vents défavorables sectoriels qu'on a eu l'année dernière, on les a plus cette année. Le deuxième point, c'est l'environnement de taux d'intérêt. Un peu la même chose, si vous regardez le 10 ans américain ou les niveaux de taux long terme en Europe, on est quasiment aujourd'hui sur les niveaux qu'on avait au début d'année. Donc on n'a vraiment plus, aujourd'hui en tout cas sur les dernières semaines, cette dichotomie entre des valeurs de croissance et des valeurs décotées. Et on voit bien d'ailleurs que le débat chez les professionnels, c'est plus déporté vers un sujet entre valeurs défensives et valeurs cycliques par rapport aux craintes qu'on peut avoir sur le cycle économique. Donc on n'a plus, à la fois d'un point de vue sectoriel ou d'un point de vue d'environnementaux, les vents défavorables qu'on a eu l'année dernière, et donc ce qui explique que les performances, alors d'une part en absolu, mais même en relatif par rapport aux indices, des fonds ISR sont quand même aujourd'hui de bien meilleures factures que ce qu'on a eu en 2022. Du niveau de 2020 ou 2021 ? Alors, on a eu sur 2020, on avait une très très belle année en relatif sur les fonds ISR. 2021 avait été compliqué. Là, par rapport à ce que je dis, là, on n'a plus les vents défavorables de 2022. On n'a pas forcément non plus le vent dans les voiles. Et en termes de performance relative, on n'est pas forcément sur les fonds qui ont le mieux performé parce que, et un petit peu à l'image de ce qu'on a connu aux États-Unis, c'est-à-dire que la hausse du S&P 500 s'est vraiment concentrée sur 7 sociétés. En Europe ou en France, pour prendre l'exemple du marché français, on a vraiment une concentration des bonnes performances sur ce qu'on appelle les méga
cap, les grandes capitalisations boursières. En France, notamment, c'est du LVMH, du Hermès à plus 25 ou plus 30%. Le luxe. Le luxe, exactement. Et là, on revient sur l'analyse extra-financière. Est-ce que le luxe est un secteur aujourd'hui qui est investissable pour un fonds ESG? Et là, ça dépend véritablement de l'optique et de votre regard par rapport aux enjeux qui vous sont chers. Si vous regardez les enjeux environnementaux, le luxe, voilà, on est un peu dans le secteur de la mode. Alors, on n'est pas dans la fast fashion, mais ça fait le secteur de la mode qui est quand même dans les secteurs les plus pollueurs au niveau mondial. Donc, si vous avez cet angle de lecture-là, le luxe aujourd'hui n'est pas forcément investissable. Même si des groupes comme Hermès ou LVMH ont un plan ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit sur le scope 1, 2 ou 3. Par contre, si vous prenez un angle plus social, et notamment dans la création d'emplois, qui est un enjeu majeur pour nos économies, là, vous avez une lecture qui est totalement différente. Et les chiffres que j'aime bien donner, ce sont les chiffres de LVMH, parce qu'on ne les a pas forcément en tête. LVMH, à fin décembre 2022, c'est 200 000 employés. En termes d'embauche, et je parle d'embauche sur 2022, c'est 60 000 embauches, dont les 2 tiers, en effet, pour des moins de 30 ans. Donc, vous voyez bien que selon l'angle de lecture que vous souhaitez prendre... Mais donc, Olivier Cassel, on a l'impression que tout ça, c'est pas encore bien clair, dans la tête de tout le monde. Faire la distinction entre un fonds labellisé, non labellisé, est-ce que ces fonds labellisés sont véritablement plus verts que les autres? Si on part de la thématique, c'est ce que vous disiez, sociale ou environnementale, c'est un peu différent. Oui, mais là une nouvelle fois, on n'échappe pas au débat de nos sociétés. C'est pareil dans votre alimentation. Est-ce qu'il faut mieux manger du bio? Est-ce qu'il faut être sur du label rouge? Est-ce qu'il faut être sur du local? Vous voyez bien qu'encore une fois, ça dépend les approches. Et nous, ce qu'on retient côté Sycomore, c'est qu'en tout cas, et ça, c'est le côté positif du développement de l'ISR sur les dernières années, on voit bien que les investisseurs veulent toujours, en effet, de la performance, mais ne sont pas prêts à faire de la performance à tous les prix. Et donc, on a des enjeux qui sont sur le dessus de la pile, qui sont des enjeux importants pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ça va encore une fois dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. La gestion ISR ne performe pas bien tous les ans, mais encore une fois, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, comment vous expliquez que la grande majorité des fonds d'investissement ont massivement investi dans les énergies fossiles en 2022, des fonds ISR également? Alors, ça dépend les fonds ISR, encore une fois. Par exemple, pour vous citer un fonds que je gère, qui est le fonds Sycomore Sélection Responsable, on a notamment un label ISR en Autriche qui nous interdit d'investir dans l'énergie fossile. Donc, on n'est absolument pas positionné sur ce type de secteur-là. Après, on peut avoir très bien une politique, et c'est le cas chez Sycomore Asset Management, où on accepte d'aller investir ces acteurs du pétrole et du gaz à partir du moment où on a un plan d'investissement crédible et marqué sur le développement des énergies renouvelables. Donc encore une fois, on ne demande pas de changer totalement au groupe du jour au lendemain, mais c'est vraiment d'accompagner ces entreprises dans la transition. Et être investisseur responsable, c'est peut-être ça aussi, c'est accepter d'aller investir ponctuellement dans ces énergies-là, dans ces secteurs-là, à partir du moment où on a la conviction que ces entreprises sont en train de faire cette transition. Se prévenir du greenwashing, en fait. Faire attention. Encore une fois, là aussi, je pense que ce soit du financier, l'extra-financier, le risque zéro n'existe jamais. Mais en effet, en tout cas, chez Sycomore, on met les moyens pour ça. On a des équipes d'analystes extra-financiers qui travaillent là-dessus. On essaye d'être très, très proche des entreprises, de dialoguer continuellement avec les entreprises dans lesquelles on investit pour essayer de se rassurer par rapport à ça. Et puis après, la réglementation va faire que également ces groupes-là et les émetteurs cotés vont devoir communiquer de plus en plus sur ces enjeux extra-financiers, ce qui permettra à la communauté des investisseurs d'avoir plus d'informations et donc de mieux, je dirais, qualifier ce qu'est un investissement green ou social et savoir ce qu'on peut faire véritablement dans les fonds ISR. Mais jusqu'à quand, selon vous, ces valeurs dites, je ne sais pas, un peu plus polluantes, vont rester performantes ? Alors, comme je disais tout à l'heure, ça a bien marché en 2022. En 2023, le constat est déjà un petit peu différent. Vous avez un prix du baril qui n'a pas perdu 50%, mais qui a dû perdre 35 à 40% sur les 10-12 derniers mois. Et donc, vous avez un secteur qui a bien baissé. Donc, nous, notre travail, c'est au-delà de cette partie extra-financière, c'est regarder les enjeux aussi financiers de l'entreprise, de faire notre valorisation de l'entreprise. Et c'est vrai que des groupes qui investissent massivement, notamment dans le renouvelable, ce sont des groupes qui peuvent ponctuellement, enfin, parfois de façon même plus que ponctuelle, de façon plus longue, générer un petit peu moins de trésorerie. Et ça, c'est vrai que ça peut être sanctionné par les marchés financiers. Mais là aussi, c'est encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, notre rôle d'investisseur responsable, d'accompagner les entreprises et d'accepter, notamment quand on investit dans des groupes présents dans le renouvelable, d'accepter qu'on peut d'avoir peut-être 3, 4, 5 ans de cash, de liquidité brûlée par l'entreprise parce qu'il y a des projets d'investissement qui coûtent très très cher, pas forcément rentables les toutes premières années. Mais encore une fois, c'est là où encore une fois, il faut aller sur les 5 à 10 prochaines années. Vous parliez du label ISR, ces fonds
labellisés ISR. Il y a une refonte initiée par le comité en charge. Aujourd'hui, voilà, est-ce que ce label y rend efficacement l'information auprès des investisseurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça sinon ? C'est une très très bonne question. Ce que je vois et le ressenti que j'ai auprès de mes clients, c'est qu'aujourd'hui on est un peu perdu. C'est-à-dire que je citais un label autrichien, vous avez un label français, vous avez un label belge, un label allemand, et au final, avec des contraintes à chaque fois qui sont différentes. Moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une certaine harmonisation entre ces différents labels, qu'on parle en effet, qu'on évoque les mêmes sujets, que les entreprises puissent reporter et discloser en effet les indicateurs clés qu'on peut partager au niveau européen, voire au niveau global. Tout ça prend du temps, encore une fois. Moi, je suis gérant depuis 20 ans. J'exagère un petit peu, mais il y a 5-6 ans, on parlait peu de l'ISR et c'était vraiment en train d'arriver. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, comme à chaque fois sur une nouvelle industrie, ça prend du temps. On parle aujourd'hui beaucoup de technologie et d'intelligence artificielle. Ça prend du temps. Il y aura de la réglementation. Mais encore une fois, on avance. Et comme je le disais à l'instant, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Ces thématiques, justement, c'est des fonds sur lesquels, que vous conseillez de suivre de près, là, en 2023, pour parler un peu de technologie, justement, de nouvelles technologies. Oui, notamment, on a un fonds chez Sycomore Asset Management qui est sur la technologie durable, le fonds Sustainable Technology. Là où on investit également dans l'intelligence artificielle, même chose, comme je disais, on va avoir de la réglementation sur ces sujets-là, mais on voit bien que regarder l'impact de l'intelligence artificielle, c'est regarder les débouchés potentiels sur ce segment-là, et notamment le domaine aujourd'hui qui connaît déjà et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, c'est la santé, à la fin pour des raisons de productivité, parce qu'on sait bien que le nombre de malades, de patients croît plus vite que le nombre de professionnels de santé, donc ça répond à des enjeux sociétaux, et même en termes de recherche ou de soins, sur le médical, on a vraiment des avancées très très fortes sur l'intelligence artificielle dans la santé. Et en France, on a des entreprises qui bénéficient de ça. Dassault Systèmes, avec une acquisition qu'ils ont faite en 2019 qui est Medidata. En Allemagne, vous avez un Siemens Healthineers qui est dans l'imagerie médicale et dans la lecture d'un scanner et d'une radio. Vous mettez de l'intelligence artificielle, même chose quand vous allez aux urgences, on voit bien qu'on a des problèmes de professionnels de santé. Ça permet d'aller plus loin et plus rapidement dans la lecture de ces radiologies. Donc pour nous, en effet, on peut investir ces sujets d'intelligence artificielle. Ça, c'est des valeurs qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'un fonds ISR ? Exactement, tout à fait. Oui, les deux valeurs que je cite sont à nos yeux éligibles à des fonds ISR. Et pour, en effet, plus globalement, l'intelligence artificielle, comme je disais, on a un fonds qui a très très bien marché sur le début de l'année chez Sycomore, qui est positionné sur cette thématique-là. Et même sur des fonds un petit peu plus généralistes, en effet, on peut aller investir sur le secteur, on ne l'a pas évoqué en introduction, sur le secteur de la technologie, qui a été quand même un des très bons performeurs depuis le début de l'année, et notamment depuis les publications de Nvidia aux États-Unis à la fin du mois de mai. On a eu vraiment une envolée de l'ensemble des valeurs qui se rapprochent de près ou de loin au segment de l'intelligence artificielle. Et en Europe, on a des acteurs qui sont positionnés là-dessus, qui vont bénéficier de cette tendance-là. On a en tête notamment ASML aux Pays-Bas, qui est la première pondération des indices comme l'Eurostoxx, qui a des très très belles perspectives de croissance de moyen long terme. C'était intéressant de parler de ça avec vous, et puis ça nous fait la bonne transition pour notre prochaine séquence. Merci Olivier Cassé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine, et on parle donc d'intelligence artificielle. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, les CGP doivent-ils craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle sur leur marché ? Le Conseil en gestion de patrimoine n'échappe pas aux nouvelles technologies. Alors de là à remplacer complètement les CGP, peut-être pas. Ou pas, même si gérer son patrimoine pouvait être modélisé par les mathématiques. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Yann Pelard, CEO du groupe Premium, spécialiste notamment du courtage en assurance et de la gestion d'actifs. Bonjour Yann Pelard. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Mounir Lagoun nous accompagne également, il est CEO de Finari, un agrégateur pour suivre son patrimoine et ses investissements. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Mounir Lagoun, première question assez simple, l'IA dans la gestion de patrimoine, c'est récent ? C'est récent, ça vient de sortir. Je pense qu'il y a un an, on n'en parlait pas vraiment. C'était un peu une chimère. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des modèles qui sont surpuissants, qui ont notamment été développés par OpenAI. D'ailleurs, par des... Donc c'est récent, mais ça va vite. Voilà, c'est récent, ça va très vite. Et ça bouge très vite. Donc chaque semaine, en fait, il se passe quelque chose de nouveau. Donc ça a des impacts sur tous les secteurs, d'ailleurs pas que sur la finance. Évidemment qu'il faut s'y intéresser parce que la finance et les finances personnelles ont un gros besoin de rattrapage. Aujourd'hui, en France, il faut quand même se rendre compte,
le produit d'investissement préféré des Français, c'est le livret A. C'est un produit qui génère un intérêt, un rendement négatif ajusté à l'inflation. Donc il y a un travail d'éducation de fond. On a besoin d'avoir des outils. L'IA peut être une solution à ça. Bon, je ne vais peut-être pas vous poser la question à vous, Mounir Lagoun, parce que vous êtes venu un peu disrupter quand même ce marché. Peut-être, Yann Pelard, l'arrivée de ces nouvelles technologies, est-ce qu'elle a bien été accueillie par les CGP ? Oui, alors on en est au balbutiement, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on regarde très attentivement, notamment au sein de notre groupe. Nous, on ne voit pas ça comme un danger, absolument pas, bien au contraire. C'est vrai, ça va très vite. Par contre, on se dit que clairement, l'intelligence artificielle peut être plutôt au service des CGP plutôt que contre les CGP. Travailler avec les CGP plutôt que de les remplacer. Justement, pour que ce soit clair, de quoi on parle exactement ? Est-ce qu'on parle d'outils mis à disposition des CGP ou au grand public, justement, pour les aider à gérer leur patrimoine ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme technologie ? Et peut-être que vous nous expliquerez ce que vous faites exactement chez Finari. Alors, je pense que la technologie la plus connue, c'est ChatGPT, que tout le monde a déjà utilisé. C'est un chatbot avec lequel on peut interagir. Aujourd'hui, on peut déjà lui poser des questions sur ses finances, mais ça va être assez abstrait, assez vague. Donc là, en tant que particulier, investisseur qui veut avoir des conseils. S'il veut avoir du conseil, il faut aller voir un CGP parce que c'est les seuls habilités en données. Merci Mounir. À respecter les règles. Par contre, nous, ce qu'on fait chez Finari, c'est qu'on a intégré GPT-4, qui est donc le dernier modèle d'OpenAI, pour analyser le patrimoine suivi par l'utilisateur et ensuite identifier des tendances. Et donc là, ce que je peux vous dire, sans vendre la mèche, c'est que c'est déjà très prometteur. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on entraîne aussi le modèle pour l'améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Donc très concrètement, vous connectez votre patrimoine et ensuite, avec Finari AI, vous avez une analyse en fait très fine de ce qui se passe, des points forts, des points faibles. Et ça, c'est instantané. Mais donc là, on se met au service, c'est ce que je disais, du particulier, de l'investisseur qui veut gérer son patrimoine, pas au service du CGP, là. Alors aujourd'hui, c'est effectivement axé B2C, puisque Finari, c'est principalement une boîte qui s'adresse à des particuliers comme vous et moi. On a aussi une branche B2B qu'on est en train de développer. Pourquoi pas imaginer mettre ça à la disposition des professionnels ? Eux, en fait, ils auront besoin d'autres outils, mais évidemment qu'ils pourront en profiter. Donc il y a un gros besoin. Et je pense qu'il y a d'autant plus un besoin parce que les acteurs en place, notamment les banques, n'ont pas vraiment les capacités à mettre en place ces modèles, en tout cas pas rapidement. Donc il y a vraiment un avantage en fait pour les petits acteurs, entre guillemets, à rapidement se positionner pour prendre des parts de marché aux gros, notamment aux conseillers bancaires qui représentent quand même encore une part importante du marché. Oui, il y a des besoins peut-être du côté des CGP aussi, je ne sais pas, pour les aider à faire, je ne sais pas, des tâches peut-être peu valorisantes aujourd'hui. Oui, alors bon, on est déjà rentré à l'ère de la digitalisation il y a déjà pas mal de temps, notamment pour tout ce qui concerne le parcours réglementaire, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont déjà en route et déjà depuis bien longtemps. Il y a un sujet. Le sujet, c'est la data. Aujourd'hui, les CGP adressent quand même beaucoup de clients, plus de 100 000 au sein du groupe. Donc on a beaucoup de data. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data ? Et là, je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas, c'est le sujet qu'on regarde beaucoup. C'est comment l'intelligence artificielle peut nous accompagner dans l'analyse de cette data et faire de nos conseillers, peut-être des conseillers, alors le terme est peut-être un peu trop avant-gardiste, j'en sais rien, mais de conseillers augmentés. En quelque sorte, c'est faire de l'analyse prédictive sur les comportements ou les besoins, les attentes de nos clients. Là où je pense en fait que finalement l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine reste incontournable, c'est la réalité, c'est notre quotidien. Le quotidien, c'est la pédagogie qu'il faut faire. On rentre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on rentre bien souvent dans l'intimité, dans la vie privée des gens. Et une des forces des CGP, d'ailleurs, versus son principal concurrent, le banquier privé, c'est sa stabilité, c'est la pérennité dans la relation qui est établie avec le client. Et donc, quand vous rentrez dans la vie privée des gens, vous comprenez leurs besoins, vous réalisez une étude patrimoniale, vous avez bien cerné tout le contexte, tout l'environnement, quelque part, vous pouvez remettre une étude, un pavé d'une centaine de pages. Ce que le client cherche, c'est de comprendre la préconisation. Et là, l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine reste aujourd'hui absolument incontournable. C'est ce qui fera peut-être que le conseiller en gestion de patrimoine ne sera jamais remplacé, cet aspect tout de même humain, Mounir Lagoun. Je pense, en fait, on est quand même sur un changement générationnel. Aujourd'hui, on va avoir le plus grand transfert de richesse de l'histoire, puisqu'il y a les fameux baby-boomers qui vont transmettre une partie de leur argent à notre génération. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans les usages sur Finari, c'est que 85% de nos utilisateurs n'ont pas de conseiller en gestion de patrimoine. Et quand on leur demande pourquoi, il y a de la défiance, il y a aussi des mauvaises expériences.
Donc, cette génération-là, elle est plutôt autodidacte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas changer d'avis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les deux. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de gérer leur patrimoine, il y en a d'autres qui n'auront pas envie. Pour ceux qui n'auront pas envie, un CGP, c'est la solution parfaite. Pour ceux qui ont envie, par contre, il y a des outils, il y a des apps, mais tout le monde n'a pas besoin d'utiliser une app pour gérer son patrimoine. C'est vraiment un besoin. Par contre, je pense que la tendance de fond, c'est quand même que de plus en plus de gens veulent aller vers un accès direct à l'information, une gestion, et surtout comprendre ce qui se passe dans leur patrimoine. Aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, mais peut-être qu'on peut faire la distinction, je ne sais pas, entre se constituer un portefeuille et gérer son portefeuille. C'est-à-dire que là, on en est plutôt sur... je me suis un peu renseignée sur Finari, c'est faire l'inventaire de son patrimoine, c'est ça, et suivre la performance de ses investissements. On n'en est pas encore à une intelligence artificielle qui nous constitue notre portefeuille, on est d'accord? On n'en est pas encore là, mais ça fait 2 mois qu'on travaille dessus, donc laissez-nous un peu de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Donc le suivi de patrimoine, d'ailleurs tous les CGP, les banquiers, etc. proposent un suivi du patrimoine. C'est le B.A.B.A. D'ailleurs quand on fait un rapport, l'étude patrimoniale, la première chose qu'on fait, c'est s'il vous plaît, envoyez-moi tous vos relevés bancaires, vos positions, votre bien immobilier, l'échéancier, etc. Donc nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a adressé ça en l'automatisant, ce qui est une tâche extrêmement ingrate, croyez-moi, parce qu'il y a énormément de sources de données, c'est très compliqué, c'est très fragmenté. Les systèmes informatiques de nos amis les banquiers ne sont pas géniaux, donc il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait quand même, donc on commence à être pas mal. Une fois qu'on a tout ça, c'est là où on peut commencer en fait à utiliser la data. On a 200 000 utilisateurs, on agrège 45 milliards d'euros pour eux. Donc imaginez toutes les tendances qu'on peut observer. En ce moment, on voit par exemple une tendance très forte qui sont évidemment les taux qui explosent. On voit les prix qui baissent, on voit aussi le nombre de transactions qui baissent. On n'a pas besoin d'aller voir la base de données des notaires ou de regarder l'étude Sentiri 21. On le voit sur Finari parce qu'on voit tout simplement qu'il y a beaucoup moins d'achats. Les gens ajoutent moins de biens immobiliers. On voit aussi que les dépenses baissent. Les gens sont plus prudents. On voit aussi que les investissements dans certaines classes d'actifs baissent. Ou au contraire augmentent, comme la crypto qui est de plus en plus intéressante pour les investisseurs, alors qu'au contraire, tout ce qui est plutôt marché action a plutôt moins le vent en poupe parce que les marchés sont déjà très hauts. Donc on a toute cette data. Maintenant, l'idée, ça va être effectivement d'injecter de l'IA là-dedans pour rendre des services à l'utilisateur. Et c'est là où la valeur va être énorme parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir vraiment une gestion sur mesure, il faut quand même être un client relativement fortuné pour pouvoir aller en banque privée, du moins. La banque privée, c'est là où on va pouvoir avoir un accompagnement hyper spécifique. La réalité, c'est que pour aller chez nos amis de JP Morgan à Paris, il faut 10 millions d'euros d'actifs financiers. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Avec Finari, tout le monde peut s'inscrire, on peut constituer son patrimoine, qu'on en ait ou pas d'ailleurs, on peut s'inscrire, et derrière, on pourra bénéficier de cette intelligence-là sans barrière. Et je pense que c'est ça vraiment la clé, parce qu'encore une fois, on a un problème de fond en France, c'est qu'on n'apprend pas la finance personnelle, ni à l'école, ni à l'université, ni à l'école de commerce. D'ailleurs, moi, j'ai fait des études de finance. J'ai jamais eu un cours sur les finances personnelles. Par contre, je sais pricer des options, ce qui ne sert à rien dans la vie. Donc, c'est quand même assez scandaleux. Donc, c'est aussi notre travail, c'est d'éduquer. Quand on éduque les gens, en fait, on se rend compte qu'ils investissent beaucoup plus correctement. Vous vous rejoignez sur ce point-là. Vous vouliez réagir, Yann Pellat? Partiellement, oui. Donc, je rejoins tout à fait Mounir dans l'accompagnement. Je le disais précédemment, dans la pédagogie qui doit être faite tout au long de la durée de l'investissement. Mais l'investissement, ce n'est que la résultante d'une problématique globale. Un client, aujourd'hui, quand il va avoir un conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas forcément que pour placer son argent. C'est pour appréhender diverses problématiques d'ordre successoral, civil, cession d'entreprise, etc. Et souvent, l'investissement financier n'est que la résultante d'une étude préalable. Bon, si on raisonne investissement financier, bon, il y a une... Pas taquiner Mounir, mais bon, il y a une première expérience avec les robots advisors. On ne peut pas dire que c'est une franche réussite. Bon, pourquoi? Parce que finalement, à la fin, la performance n'était pas au rendez-vous. On a fait des tests, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Les tests ont été faits, pas forcément... Les robots advisors, c'est sorti il y a déjà quelques années. On ne peut pas dire qu'il y a eu un flot de collecte extraordinaire. On ne peut pas qualifier ça d'une franche réussite. Pour autant, aujourd'hui, on pourrait, et là où j'ai du mal encore à percevoir, c'est le quotidien, c'est ce qui me ramène à la réalité. Demain, quand on fait un profil client, un profil de risque client, effectivement, face à un robot, à un parcours, un client vous répondra qu'il est toujours prêt à accepter un minimum de risque en contrepartie d'une performance un peu meilleure. Oui, ça c'est la théorie. Par contre, la pratique, c'est quand le client commence à perdre de l'argent, en général, bizarrement, il n'a pas exactement la même attitude. Donc là,
Ça, c'est la finesse. Et c'est la relation, et c'est l'empathie, c'est la relation qui se crée dans la durée. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas encore comment l'intelligence artificielle va pouvoir dépasser tout ça. Donc la relation humaine reste centrale. C'est pour ça que moi, j'oppose absolument pas les deux sujets. Et je rejoins tout à fait Mounir. Il y a une partie de la clientèle qui cherche à être totalement autonome. Il y a des gens qui veulent placer leur argent à partir de leur canapé, dans leur salon, et qui n'ont pas envie de faire appel à qui que ce soit. Mais c'est une partie de la clientèle, c'est pas tous les clients, c'est pas tous les profils d'épargnants. Et fort heureusement, pour tous les autres, il reste les conseillers en gestion de patrimoine qui seront meilleurs encore demain grâce à l'appui de l'intelligence artificielle. Bon, le temps file, l'IA soulève évidemment de nombreux problèmes éthiques. L'encadrement légal autour du conseil patrimonial, il est clair, il est là. Aujourd'hui, qu'en est-il pour les outils justement d'IA dédiés à cette thématique? Je ne sais pas à quelle transparence sont soumis les algorithmes. Enfin, est-ce qu'il y a une réglementation claire aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas encore le cas? Dites-nous. Il n'y a pas de réglementation et je pense que c'est quand même un sujet qui est tellement nouveau que je ne suis pas sûr que mettre de la réglementation maintenant, ça soit la bonne idée. Je pense qu'il faut déjà plutôt encourager l'innovation. Le sujet pour nous, les Français, et nous, l'Europe, c'est plutôt que ça se passe ici qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc, quand je vois que des pays veulent interdire l'IA, c'est comme si on disait je veux interdire la blockchain. En fait, c'est juste pas possible. Concrètement, n'importe qui avec un ordinateur peut faire tourner une IA. Donc il faut qu'on encourage ça. Mais il y a un enjeu réglementaire. Demain, une intelligence artificielle me dit d'investir dans le Bitcoin. Moi, je ne peux pas me retourner contre elle. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, donc d'où l'encadrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui propose ça de toute façon. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a tout intérêt à ce que ça se passe ici en France pour qu'on puisse derrière en profiter. Les champions de demain, ce seront des boîtes d'IA, en tout cas des boîtes qui auront de l'IA. Et d'ailleurs, il y en a déjà un peu partout, c'est juste qu'on ne s'en était pas rendu compte. Mais quand vous utilisez des logiciels d'édition de photos, quand vous conduisez votre voiture, il y a déjà de l'IA en fait. C'est juste que c'est pas aussi impressionnant quand on parle à ChatGPT. Mais donc la réglementation, elle va se faire au fil de l'eau. Le risque pour l'Europe, c'est quand même la volonté de tout réglementer. La réglementation, trop tôt, ça casse l'innovation. D'autres pays ne la mettront pas, donc il y a quand même un danger aujourd'hui à trop vouloir resserrer les vis trop vite, alors que c'est naissant et qu'on est encore en train de découvrir les tenants et aboutissants de la technologie. Moi, il nous reste 10 secondes, Yann Pelard. J'aimerais utiliser l'IA aujourd'hui dans son cabinet de gestion patrimoine. C'est un avantage concurrentiel. Ça aussi, c'est intéressant de se poser cette question-là. Se dire c'est un avantage vis-à-vis d'un autre cabinet. Oui, mais complètement. Alors, je ne pense pas que ça sera à la portée de tous les conseillers en gestion de patrimoine demain. Donc, c'est pour ça que nous, quelque part, très tôt, on essaye de se poser les bonnes questions, voir comment on peut utiliser. Et je le redis, pour nous, pour l'heure, c'est l'analyse de la data, c'est comprendre encore mieux nos clients, leurs besoins, leurs attentes, anticiper tout ça pour pouvoir toujours mieux servir nos clients à la fin. C'est ça la conclusion. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Yann Pelard, je rappelle, vous êtes COO du groupe Premium. Mounir Lagoun, CEO, là par contre, de Finari. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.